Et puis donc on y va. Eh bien go, donc bonjour à tous. Donc je vous remercie de votre présence à cette session consacrée au réseau de nouvelle génération. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Stéphane Rajon, directeur de l'agence commerciale de Enixo sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je remercie Morgane et Jérémy pour la préparation et pour la présentation qui va suivre, donc qui seront les deux acteurs de cette heure que nous allons passer ensemble. Dans le déroulement de cette session, je vous invite également à utiliser le chat si vous avez des questions, nous y répondrons au fil de l'eau. Nous prendrons également quelques minutes en fin de ce webinaire si vous le souhaitez pour répondre à des questions. Donc cette session est enregistrée et donc vous recevrez le lien à l'issue. En termes de déroulé, je vais rapidement faire une introduction sur l'activité de Enixo et sur son marché, puis je passerai la main donc à Morgane et Jérémy pour rentrer dans le cœur du sujet. Si tu veux bien passer sur le slide. Donc, l'actualité de Enixo, merci Morgane. L'actualité de Enixo est en effet assez forte sur ces derniers mois puisque le groupe Faya a annoncé l'acquisition de Enixo en fin septembre 2021. C'est une acquisition stratégique pour le groupe qui de fait intègre le digital au cœur de ses métiers. Si tu veux bien passer le slide, voilà. Donc le groupe Faya est un industriel. C'est un groupe français de plus de 21 000 collaborateurs et dont le chiffre d'affaires se situe au-dessus de 4 milliards d'euros, 4,1 milliards, 4,5 milliards avec l'acquisition de Enixo. Le groupe possède une forte assise internationale avec une présence dans plus de 170 pays. En termes de métiers d'activité, donc Faya possède 7 grands métiers. Donc sur la gauche de la diapositive, vous avez donc avec Faya Road Equipment, c'est le leader mondial dans la fabrication de matériel routier. Faya TP est le premier groupe français de construction indépendant. Donc après les trois majeurs que vous connaissez également, qui sont Bouygues, Vinci et Eiffage. Sur la droite de la diapositive, vous avez trois métiers d'excellence pour le groupe. Faya Chaudronnerie, donc qui réalise des équipements et des réservoirs sous pression. Faya Métal, qui a un savoir-faire et une expertise très importante dans le domaine de la construction métallique. Et Faya Fondation, qui possède une gamme complète de solutions techniques pour tout type de fondation. Pour se rapprocher de nos métiers, donc Faya Bâtiment conçoit, réalise et exploite des ouvrages comme dernièrement le data center MRS2 Interaction à Marseille, qui est un bâtiment qui a été construit complètement par le groupe. Et enfin, donc, Faya Energy Service au centre, qui est une entité l'entité que rejoint Enixo, qui offre finalement des solutions innovantes pour les villes, pour les industries, pour les rendre plus intelligentes, connectées au travers de projets complexes, donc que ce soit en ingénierie électrique, thermique, en système et en mobilité, en intégrant donc le digital un peu plus dans le métier du groupe. Donc c'est donc assez naturellement que le groupe Faya poursuit son développement avec l'acquisition de Enixo. Si on va un peu plus loin, donc Enixo est aujourd'hui un des leaders français de l'intégration et des services digitaux. Donc, la mission de Enixo est d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale autour de trois métiers. Donc le métier de la collaboration, tout ce qui est téléphonie, vidéoconférence, centre de contact, la sécurité et donc l'infrastructure digitale qui est finalement l'objet de cette session. Notre offre de service couvre l'ensemble du cycle de vie des solutions. Donc le conseil, qui est un service en très forte croissance chez Enixo, bien entendu l'intégration, l'accompagnement et l'adoption, et bien entendu l'exploitation, à la fois sur le MCO et l'ensemble des services d'infogérance. Toutes ces solutions sont disponibles on-premise ou bien en cloud. Si on passe également en termes de chiffres, donc les chiffres qui vous sont présentés sur les chiffres 2020, puisque les chiffres 2021 n'ont pas encore été publiés, mais je peux oralement vous donner quelques éléments. Donc en 2021, le chiffre d'affaires de Enixo sera supérieur à 260 millions d'euros, donc une croissance très significative. Le siège du groupe se situe à Rueil-Malmaison, la direction régionale Grand Est se situe à Lyon, à Saint-Priest exactement. Enixo est une entreprise de proximité avec notamment 6 agences réparties sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Clermont jusqu'à Aix-les-Bains.
et propose à ses clients donc des services globaux en France et au niveau international. Le webinaire d'aujourd'hui est co-organisé avec Cisco. Cisco est le premier partenaire de NXO sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment autour des sujets d'infrastructure digitale. C'est parce que nous vivons des changements importants au niveau des réseaux, au niveau de la manière de les dessiner, la manière de les délivrer, la manière de les exploiter. Nous avons décidé donc de programmer cette session. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction. J'ai été assez rapide, mais la plupart d'entre vous nous connaissent, mais c'est important que je refasse un focus sur l'activité et sur nos métiers. Je laisse maintenant la parole à Morgane et à Jérémy pour la présentation. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc Jérémy Farigoul, moi je suis commercial spécialisé chez Cisco dans les équipes spécialistes réseau et j'ai un focus sur DNA, DNA Center et SDA, SD Access, on y reviendra plus tard. Donc je vais introduire, si vous me le permettez, les enjeux pour les organisations et je vais essayer de vous démontrer et de vous montrer pourquoi Cisco a créé ces différentes solutions et en quoi on va pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, si on fait un focus sur, et si on regarde un peu ce qui se passe autour des réseaux, on se rend compte que la complexité aujourd'hui a vraiment grandi et évolué, et on n'est plus du tout dans les problèmes du passé. Et quand on définit aujourd'hui le campus, on peut dire que c'est à peu près partout où on travaille. C'est-à-dire qu'on va avoir des utilisateurs qui vont travailler de chez eux, en home office, et on l'a vu avec la pandémie. J'imagine que c'est votre cas aujourd'hui. Personnellement, je suis chez moi en home office. Et j'imagine que Morgan également. Bref. Et vous peut-être. On a des utilisateurs, comme je disais, qui sont home office, qui sont dans des flex office, maintenant, des bureaux en flex office, qui sont dans des bureaux normaux de l'époque, qui sont dans des environnements de coworking, et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Donc ils bougent à peu près partout. En plus, ces utilisateurs, ils ont besoin de mobilité. On vient de le dire, ils bougent partout. Et donc, avec cette mobilité, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de devices, des PC, bon ça fait depuis très longtemps. Des smartphones, des tablettes qui commencent à arriver dans les réseaux maintenant, des montres connectées, des objets connectés, de plus en plus. Et vis-à-vis de ces nouveaux devices, on va se rendre compte qu'il y a aussi des nouveaux applicatifs et des nouvelles applications qui vont arriver avec ces devices. On peut parler d'applicatifs de visioconférence, de vidéoconférence, etc., qui amènent de nouveaux enjeux et qui ont besoin de plus en plus de débit, de plus en plus de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux enjeux qu'on voit aujourd'hui et ça rejoint un peu le premier point qu'on voit à droite, l'augmentation des débits. Et donc, quand on regarde le réseau aujourd'hui, on se rend compte que quand le réseau s'arrête, le métier s'arrête. Et ça, c'est un point extrêmement important que Cisco a vu à l'époque quand on a sorti les différentes solutions dont on va parler aujourd'hui. C'était dans les environs de 2017, hein, c'était pendant l'été 2017 que la solution est sortie. Et vraiment, Cisco a analysé ce marché-là et a vu tous ces impacts que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui, c'est absolument ce que les entreprises veulent éviter, c'est évidemment que le métier s'arrête, parce que derrière, on peut perdre des milliers, voire des millions d'euros pour certaines entreprises. Donc c'est important de le prendre en considération. En plus de ça, le deuxième point, c'est effectivement, j'en parlais tout à l'heure, la généralisation de l'IoT. Effectivement, avec des devices qui arrivent de plus en plus dans les environnements bureautiques, mais pas que. Et je vois Karim qui s'est connecté. Bonjour Karim, on a eu l'occasion de se voir l'an dernier. Par exemple, dans les hôpitaux, également, beaucoup de devices connectés, vraiment maintenant, qui commencent à arriver avec des besoins différents de ce qu'on avait l'habitude de voir il y a une dizaine d'années, avec une généralisation de ces besoins IoT. Et donc, du coup, c'est très important déjà de le prendre en considération parce qu'ils vont se connecter au réseau, mais surtout, on va se poser des nouvelles questions vis-à-vis de ça. C'est déjà, est-ce que je peux faire confiance à ce nouveau device? Est-ce que je peux faire confiance à l'entreprise qui le vend? Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près une entreprise qui vend un device. Est-ce que l'OS, je peux lui faire confiance, l'OS de ce nouveau device? Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il est connecté en filaire, en Wi-Fi? Aujourd'hui, c'est plutôt en Wi-Fi qui sont connectés. Donc, il faut avoir une infrastructure Wi-Fi qui va pouvoir scaler vis-à-vis de ces nouveaux devices pour avoir toujours apporté de la performance et avoir des utilisateurs qui ne vont pas se plaindre vis-à-vis de la performance de ces nouveaux devices. Voilà, donc ça, deuxième point très important. Et quand je parlais de sécurité, c'est un très bonne transition vers le troisième point qui est l'augmentation des menaces, qui est vraiment un enjeu très très important pour l'intégralité des entreprises aujourd'hui, parce qu'il y a deux points très importants surtout. C'est premièrement la professionnalisation des attaques, qu'on a vraiment vu, et notamment pendant la pandémie, et la monétisation de ces attaques. Hein, je vous donne un exemple très simple. Pendant la pandémie, il y a des hôpitaux dans l'ouest de la France qui ont été attaqués, donc c'est malheureux.
mais ça existe, d'accord? Donc ça, il faut évidemment le prendre en considération, et pas que des hôpitaux, hein, évidemment. Je vous parle vraiment du cas de la pandémie parce que c'est malheureux et ça nous touche tous, mais évidemment, beaucoup d'entreprises se sont fait attaquer récemment. Et en 2022, je ne sais pas si vous avez vu les points de vue des analystes, ils estiment qu'il va y avoir encore plus d'attaques de ransomware, malware en 2022 vis-à-vis des entreprises, et donc du coup, une monétisation derrière tout ça. Donc ça, c'est vraiment un focus, une big picture de ce qu'on peut regarder aujourd'hui autour des réseaux. Si on regarde aujourd'hui sur le slide suivant, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de la façon de gérer les équipements et les réseaux, l'infrastructure de façon générale durant les dernières années? Eh ben, quand on regarde, ça n'a pas forcément évolué. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un mode assez traditionnel avec des équipements qui sont gérés de façon unitaire. Et c'est vraiment ça qu'on met en cause ici. C'est pas la façon dont ils sont gérés, c'est-à-dire la partie CLI par exemple. Aujourd'hui, j'ai jamais vu un équipement qui n'acceptait pas une ligne de commande en CLI. C'est plutôt le fait d'avoir des gros environnements qui sont gérés de façon unitaire. Et quand on a besoin d'avoir de souplesse, qu'on a besoin de troubleshooter, qu'on a besoin d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et qu'on doit gérer unitairement ces équipements et s'y connecter sur ces 100 équipements pour ajouter ces nouvelles features, mettre à jour, etc., ça devient très fastidieux. D'accord? Et c'est ça vraiment qu'on met en doute. Et donc, en gros, quand on regarde un peu ce que disent les analystes, ils disent que 95% des changements se faisaient manuellement à l'époque. Maintenant, c'est peut-être un peu moins le cas avec les différentes solutions qu'on a pu vendre et qu'on a pu proposer. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu qu'on met vraiment en lumière aujourd'hui. Deuxième aspect, il y a effectivement la partie sécurité qui rentre derrière, puisque ces configurations manuelles impliquent forcément des erreurs à certains moments, et on a tous vécu ça, des problématiques lorsqu'on a rentré une ligne de commande, on a fait tomber un réseau à cause du spanning tree, à cause du routage qui a été mal implémenté, bref, plein de choses à dire au niveau de ça, mais ça c'est un point à prendre en compte. Troisième aspect, c'est évidemment la partie troubleshooting qui est extrêmement fastidieuse quand on gère unitairement ces équipements et à la main. Ça peut être très compliqué lorsqu'en plus aujourd'hui les problématiques ont évolué. On est plus dans des problématiques de lenteur vis-à-vis des utilisateurs qui se plaignent. Ah, mon réseau, le Wi-Fi marche pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que ça peut être potentiellement une problématique applicative. Bref, on va y revenir tout à l'heure avec Morgan, mais plein de choses à dire à ce niveau-là. Si on regarde du coup ce qu'a fait Cisco, je vais accélérer parce que là je commence un peu à dépasser le temps. Je vois Morgan qui regarde le temps. Si on regarde du coup ce qu'a fait Cisco en 2017, très simple. Déjà, première chose en bas à droite, on voit que ce qui est le plus important, et ce qui est important quand même, pas le plus important, mais ce qui est important, c'est évidemment la connectivité, la connexion qu'on va apporter à ces utilisateurs. Donc ça, on va le fournir, on va continuer à le fournir pendant les années qui vont venir, évidemment. On le fait depuis 20 ans, 25 ans maintenant. Switch, routeur, contrôleur Wi-Fi, bande Wi-Fi, etc. On va continuer de le fournir, c'est très important. Et surtout, c'est important de continuer de le fournir, mais surtout, il faut apporter de nouvelles features. Donc, on apporte de nouvelles features, de la résilience, de la robustesse, de la performance. On continue de le faire, on va continuer de le faire, c'est très important. Ce qu'on a fait il y a 4 ans maintenant, c'est effectivement qu'on a ajouté de l'intelligence supplémentaire qui est dessus, qui s'appelle DNA Center, qui est une solution dans l'environnement DNA Cisco. À ne pas confondre les deux, d'accord? DNA est un ensemble de solutions, DNA Center est une brique de cette solution, qui va apporter vraiment trois choses très importantes avec trois use cases, on y revient juste après. La partie automatisation dans le réseau pour vous accompagner dans la partie opérationnelle, la partie analytics pour vous apporter de la visibilité au niveau visibilité applicative, observabilité dans le réseau, troubleshooting efficace, très important. Et puis la partie politique de sécurité, qui va être un pan qui va répondre à beaucoup de nouveaux enjeux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des nouveaux enjeux de nos clients. Ça, c'est très important. Il y a un terme, et je vais très vite, qui est sorti du coup en même temps, qui s'appelle Intent-Based Networking. Ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on le traduit en français, ça veut dire le réseau basé sur l'intention. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer de vous le définir en 5 secondes et j'espère que, et vous me le direz, j'espère que j'aurai été assez clair là-dessus. En gros, nous, on l'a dit, c'est la transformation du quoi en comment. Et il y a le slide d'après le démontre très bien, donc le quoi en comment. Donc, le quoi, c'est, sur le slide d'après, c'est effectivement que on est une entreprise qui a envie d'avoir de la visibilité et d'avoir du troubleshooting efficace dans son réseau. Donc Data Center va dire, OK, j'ai compris ton intention, hein, c'est ce que je disais, un réseau basé sur l'intention. L'intention, ton intention, c'est évidemment d'avoir de la visibilité dans le réseau. Et ben, le Data Center, lui, va le traduire, et c'est en quelques clics qu'on va pouvoir le faire en Data Center, on va le traduire en disant, bah, OK, donc je vais activer la télémétrie, et voici les lignes de commande que je vais envoyer à tous mes équipements. Et ça, il va le faire automatiquement. Donc ça, c'est le comment. Donc c'est vraiment la traduction du quoi en comment. Et ça, c'est vraiment la démonstration d'un réseau basé sur l'intention. Donc j'espère que c'est clair. En tout cas, appelez-moi si ça l'est pas.
Du coup, si on regarde l'approche globale de Cisco, nous, on estime aujourd'hui qu'elle est plutôt complète et cohérente, et on peut aller directement sur le slide suivant, puisque aujourd'hui, on estime que toute l'infrastructure et tout le portfolio est complet vis-à-vis de tout ce que je viens de dire pour répondre à tous les enjeux, à tous ces enjeux qu'on a vus ensemble. Donc, avec des nouvelles bandes qui ont été rebrandées, avec le même OS, des switches qui ont été refaits il y a 4 ans, etc. Qui, et pas que d'ailleurs, il y a aussi des switches au niveau industriel qui vont avoir des besoins un peu différents. Il y a aussi des contrôleurs Wi-Fi, il y a aussi les nouveaux Catalyst 8000 qui ne sont pas d'ailleurs ici. Les Catalyst 8000 qui sont des routeurs, qui ont le même OS derrière. Et ça, c'est très important pour nous. Et pas que d'ailleurs, il y a le même OS, il y a les mêmes API, il y a le même hardware, les mêmes ASIC. Pour avoir une expérience commune, remonter les mêmes informations au niveau de la plateforme de management et de l'orchestrateur réseau, mais pas que, parce que derrière, nous, avec ces mêmes OS, ces mêmes ASIC, ces mêmes hardware, on va pouvoir y implémenter le plus rapidement possible les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités sur l'intégralité de la gamme. Et c'est là où on va parler aujourd'hui de plateforme. Et c'est là que c'est un enjeu fort pour Cisco et qu'on pense que vraiment on va répondre à ces nouveaux enjeux maintenant, puisqu'on va avoir, comme je le disais, les mêmes fonctionnalités partout, sur toute la gamme. Et ça va être extrêmement intéressant vis-à-vis des nouvelles features qu'on va apporter et surtout des softwares par-dessus, dont notamment fait partie Data Center et puis d'autres, Data Spaces, ISE, qui est l'orchestrateur de sécurité dans le réseau, dont on reviendra tout à l'heure. Voilà, plein de choses à dire à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à nous appeler. On viendra vous voir tous ensemble avec NXO évidemment pour vous montrer et vous démontrer tout ça. Donc je vais laisser maintenant la main à Morgane qui va parler de la solution en elle-même et qui va démontrer tout ça au travers d'une démo. Merci à tous. Merci beaucoup, Jérémy. Donc du coup, bonjour à tous. Je suis Guillaume Morgan et je suis, pour faire simple et rapide, avant-vente sur la partie LAN et Wi-Fi notamment chez Enixo. Et du coup, là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu la solution DNA avec quelques slides et un petit peu de démonstration. Donc Jérémy a présenté un petit peu la philosophie de DNA. Là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce que va faire DNA Center. Donc, DNA Center, en fait, va s'appuyer sur la partie infrastructure qu'on aura déployée, donc des catalystes au sens large du terme, et on va venir mettre en place donc ce fameux DNA Center, qui est une appliance physique pour pouvoir maîtriser la plateforme de A à Z, plus une partie software qui va venir couvrir du coup les éléments que Jérémy vous a succinctement décrit tout à l'heure. La partie automatisation, la partie assurance, donc visibilité, et la partie sécurité. Comme je vous l'ai dit, on va faire quelques petites démos et on va commencer tout de suite avec la première. Donc, du coup, je vais avoir un DNA Center, donc une plateforme de démonstration. Et la première chose qu'on va faire une fois, en fait, la première chose qu'on va voir en fait dans le DNA Center quand on est connecté sur la plateforme, si toutefois il veut bien se connecter sur la plateforme. Ah, si, c'est bon, ça arrive. Hop. Donc, on va avoir déjà pas mal d'informations sur la page de Welcome, mais on va avoir deux encarts qui vont être assez importants. La vie du réseau, d'accord? Donc, une qualité d'expérience sur la partie matérielle et une qualité d'expérience sur la partie client, orienté Wi-Fi et orienté filaire. Et on va retrouver les principales problématiques critiques sur l'infrastructure. Voilà. Donc de façon assez rapide, on a une première visibilité sur ce qui se passe sur l'infrastructure. Si on voulait être très réducteur, au final, la partie DNA Center pourrait se résumer à une partie planning que je vais vous montrer tout de suite, une partie provisioning, donc la fameuse partie automatisation que je verrai après, et la partie assurance qui sera la partie visibilité justement. Pour pouvoir commencer et faire quelque chose qui soit cohérent, en fait, on est obligé de designer l'infrastructure. Donc, on va commencer par un module de design hiérarchie, où là, dans l'exemple, on a défini en fait des plaques géographiques.
Dans ces plaques géographiques, on va pouvoir créer des pays. Dans ces pays, on va créer des États. Dans ces États, des villes. Et pour chaque ville, on va pouvoir créer un ou plusieurs bâtiments qui contiendront eux-mêmes, éventuellement, plusieurs étages. Okay. Une fois qu'on a créé cette hiérarchie, en fait, on va pouvoir définir, alors, hop, on va pouvoir définir des network settings. Donc, hop, on va retrouver donc notre fameuse hiérarchie et on va pouvoir appliquer ces fameux network settings. Donc, voilà, la partie, par exemple, serveur d'authentification, des serveurs DNS, des serveurs NTP, serveurs DHCP. On va pouvoir définir des credentials, donc des comptes login, mot de passe qui vont être provisionnés sur les équipements pour pouvoir autoriser les utilisateurs à se connecter dessus. Enfin, les administrateurs à se connecter dessus, plus exactement, des communautés SNMP, etc. Et on va pouvoir, grâce à cette hiérarchie, donc définir des informations globales, mais on va pouvoir également, de façon localisée, faire une oversubscription de ces informations-là. Et si, dans mon cas précis, par exemple en Californie, je ne veux pas avoir les DNS qui sont proposés de façon globale, je vais pouvoir mettre les DNS locaux sur ce site-là, enfin, ou sur cette couche ici. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va définir ce qu'on appelle la partie image repository. Donc là, pareil, on retrouve notre fameuse hiérarchie et on va retrouver la partie équipements qui vont tourner sur le réseau. Donc là, par exemple, j'ai des 9300 pardon, et j'ai ce qu'on appelle une golden image. La golden image, en fait, ça va être l'image de référence, donc dans notre cas, la version 17.3.3, qui sera poussée systématiquement sur tous les équipements qui sont provisionnés sur l'infrastructure. On peut donc, encore une fois, avoir des spécificités locales et définir des golden images localisées, d'accord ? Mais on va pouvoir également définir des golden images par type de rôle d'équipement. Par exemple, sur un 9003, je vais pouvoir mettre une golden image sur mes cœurs, sur mes accès, etc. Et ça, du coup, on le verra a posteriori, mais du coup, ça va être utilisé pour la partie pilotage des mises à jour sur l'infrastructure. Ensuite, je vais pouvoir définir des network profiles. Mes network profiles, donc là par exemple, je vais avoir des network profiles de type switch, de type wireless, de type routing, etc. Je vais en prendre un au hasard, donc switch stack 3 membres, qui lui est assigné à ma fameuse hiérarchie. Donc là, entre autres, sur le site de Saint-José, dans le building 4 et sur l'étage 1 du building 4. Et qu'est-ce que va m'apporter cette partie profil ? Je vais rentrer dedans. Et je vais pouvoir assigner ce qu'on appelle un onboarding template. Qu'est-ce que c'est que cet onboarding template ? En fait, ça va être un template qui va être poussé systématiquement quand un 9300, un switch de la gamme 9300 sera présenté à l'infrastructure. Ce template, pardon, il a été préalablement défini. Donc dans la partie template editor. Forcément, je ne vais pas le retrouver. Avoir des mises à jour du système en parallèle, ce n'est pas très très grave. Donc normalement, je suis censé avoir un template editor qui s'appelle switch stack template, qui forcément aura une configuration. À l'intérieur de cette configuration, en fait, ce sera une configuration purement CLI. Cette configuration CLI, en fait, on va pouvoir lui apporter de l'agilité en intégrant des variables d'environnement. Ces variables d'environnement, en fait, elles vont être
demander à l'installation, enfin au déclaratif du switch dans un site, et elle sera en fait substituée à ce moment-là dans la configuration. L'idée de ça, c'est de pouvoir définir des templates relativement génériques, par exemple, où on va devoir mettre des variables d'environnement, par exemple sur les adresses IP, sur les numéros de VLAN, par exemple, sur les noms d'hôtes, qui vont permettre de fournir justement cette agilité et du coup en fonction de l'équipement où il va être installé pour le coup, on pourra adapter cette configuration à ce niveau-là. Voilà. Donc ça va être la base en fait de configuration qu'on va avoir pour la suite des événements. Alors je vais revenir sur ma partie sliding. Et du coup, l'idée, justement, c'est de voir un petit peu les bénéfices de DNA sur la partie utilisateur, enfin la partie client. Donc, je parlais d'automatisation. Donc, on va pouvoir automatiser plusieurs choses. On va pouvoir automatiser toute la partie onboarding des équipements. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand un nouvel équipement se connecte sur mon infrastructure? Qu'est-ce que j'en fais? Historiquement, on le déballe du carton, on le rack, on va le mettre à jour, on va lui pousser une configuration de façon manuelle. Là, l'idée, c'est que avec des outils tels que PNP et ZTP, l'équipement en fait se connecte sur l'infrastructure, récupère une adresse IP sur l'infrastructure. Avec ces informations-là, du coup, on lui pousse l'adresse du DNS Center et l'équipement vient communiquer avec le DNS Center et attend simplement que DNS Center lui pousse une configuration, lui pousse un OS, etc. Ce que je vous montrerai dans la deuxième démo. On a la partie Swim également, qui va être en fait sur la partie calquée sur la partie Image Repository. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a défini une golden image. Par exemple, on était en 17.3.3 pour les 9300. Si demain, j'ai une faille de sécurité sur la version 17.3.3, je vais pouvoir changer ma golden image, passer en 17.3.4 par exemple, et du coup utiliser le wizard Swim pour pouvoir lancer une politique de mise à jour de l'intégralité de mon infrastructure. L'idée, c'est pas juste de pousser l'OS sur les équipements, mais de faire une liste de pré-check qui va venir vérifier si on a assez de place sur la flash, si il n'y a pas des incompatibilités avec l'OS qu'on va pousser, de vérifier les adjacences au SPF par exemple avant. On va pousser la mise à jour et une fois qu'elle sera mise en place, on va faire des post-checks pour vérifier que ce qui existait, ce qui fonctionnait bien avant, fonctionne toujours après la politique de mise à jour. Voilà. Donc ça va être le module Swim qui va venir ici. On va avoir des modules comme le template editor. Donc là, je voulais me présenter tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir, alors ça n'a rien à voir avec l'automatisation en tant que telle, mais on va devoir créer des templates forcément pour pouvoir mettre de l'agilité dans l'infrastructure. Et c'est justement cette partie template editor qui va porter cette partie. On va retrouver des notions de RMA. Forcément, dans la vie d'un produit, il peut arriver qu'à un moment donné, il meurt, de sa belle mort. Donc, il va falloir gérer en fait ce remplacement dans l'infrastructure. Donc, évidemment, on va devoir remplacer physiquement l'équipement, mais il va falloir pousser la version d'OS qu'il y avait sur le précédent, la configuration, etc. Là, l'idée avec ça, c'est d'avoir un wizard qui permet de justement faire cette partie-là. Je vais vous représenter justement donc la partie PNP et la partie RMA en démonstration. Alors, hop. Donc là du coup, je vais passer dans la partie provisioning, donc la partie plug and play, où là justement, je vais avoir des équipements qui auront communiqué avec DNS Center, mais qui ne seront pas en fait installés à proprement parler, qui ne seront pas configurés pour l'instant. Donc je vais prendre ce switch-là, qui est un Catalyst 9300. Il a une petite particularité, c'est que lui, c'est un stack de switch. Je vais venir le clémer dans mon infrastructure. Donc là, je retrouve
un wizard donc en 4 étapes où je retrouve donc la liste de mes switches, ou mon switch que j'aurais sélectionné. Je vais lui dire que je vais l'assigner à un site particulier. Donc là, dans mon cas, je vais l'assigner au site de Saint-José numéro 4. Je vais faire Next. Je vais passer dans la partie configuration. Donc là, comme par hasard, je retrouve la version 17.3.3 de mon OS qui va être poussée sur mon switch. Je vais retrouver donc le template que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure sur la partie PNP qui sera poussé sur mon Catalyst. Et je vais pouvoir vous montrer également des options supplémentaires liées au fait que ce soit un stack. Donc on va pouvoir vérifier, enfin choisir un mode de câblage sur la partie switch, sur la partie stack du switch, pardon. Je vais pouvoir éventuellement sélectionner le switch qui sera en top de mon stack et évidemment la licence associée à cette partie-là. Je vais sauvegarder et je vais passer à l'étape d'après. Je retrouve donc mon fameux template. J'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, mais il y avait une variable d'environnement qui était basée sur le hostname. Et sur ce hostname-là, en fait, je vais pouvoir venir substituer. Donc je vais faire très original, je vais l'appeler switchmogan. Et je vais faire next. Je retrouve mon petit summary avec tout ce qui a été poussé, tout ce qui va être poussé, et je vais pouvoir avoir une preview également de ce qui va être poussé en termes de ligne de commande sur l'infrastructure, enfin sur le switch. Je vais retrouver donc les fameux comptes qu'on aura définis préalablement au niveau de la hiérarchie. Et je vais pouvoir retrouver mon template, que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Mais donc en gros, ça va être mon template CLI avec justement mon hostname, avec ce que je lui aurais effectivement spécifiquement renseigné. Et du coup, je vais claimer mon équipement. Le temps qu'il le claim. Je vais pouvoir basculer sur mon inventaire. Je vais aller chercher mon site sur lequel j'ai provisionné mon switch. Et là, normalement, si tout se passe bien, je devrais voir apparaître effectivement mon nouveau switch sur l'infrastructure. Voilà. Donc là, du coup, je viens d'onboarder un équipement sur mon site, tout simplement. Maintenant, je vous parlais de RMA. On va pouvoir aller chercher donc tous les équipements qui ne sont plus joignables sur l'infrastructure. Donc pour cela, on va appliquer un filtre. Alors, allez. Bon, je reviendrai peut-être sur la démonstration de celui-ci tout à l'heure. Je vais revenir au slide. Hop. Sur la partie, alors, du coup, assurance. Aujourd'hui, en fait, il est très compliqué de pouvoir fournir un diagnostic sur ce qui se passe sur l'infrastructure. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'ai un équipement qui va communiquer avec une application, je peux avoir énormément de points de défaillance sur le réseau. C'est-à-dire que je peux avoir mon équipement en tant que tel qui est défaillant, je peux avoir la liaison entre l'équipement et la partie borne Wi-Fi, ça peut être le switch, ça peut être le routeur, ça peut être l'accès WAN, ça peut être le DHCP, ça peut être beaucoup de choses. On estime qu'on peut avoir une centaine de points de défaillance entre l'applicatif et l'utilisateur. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir savoir quel est le problème, où est-ce qu'il est situé dans l'infrastructure, et évidemment, comment le résoudre. Pour pouvoir faire ça, Cisco DNA en fait va utiliser la fameuse télémétrie qu'on a
qu'on a qu'on a configurées sur les équipements, qui vont remonter ces informations justement à la partie DNA Center. En parallèle de ça, on va récupérer la base de connaissances du TAC Cisco. Donc ça fait 20-30 ans que Cisco, avec toutes ses interventions, a créé une base de connaissances. Elle sera partagée avec la partie DNA Center. Et on va passer toutes ces informations-là dans des moulinettes, donc d'intelligence artificielle, de machine learning. Et l'idée, c'est de fournir en fait des informations qui vont être corrélées. Donc on va plus fournir d'informations techniques à proprement parler en disant j'ai un bagotement sur tel port, j'ai des alertes SNMP sur d'autres, mais on va dire voilà, il y a un problème qui est catégorisé, il a une criticité et je vais pouvoir tout simplement donc orienter ces alertes donc par rapport à un client, par rapport au réseau, donc par rapport à un équipement spécifique ou par rapport à une application. En parallèle de ça, en fait, on va pouvoir définir des courbes de référence. Ces courbes de référence, en fait, elles vont avoir un gros avantage, c'est qu'elles vont prendre donc ces informations-là, qu'elles vont anonymiser. On va les envoyer donc dans les data centers chez Cisco. Elles seront comparées à ce qui se passe chez nos voisins, donc les autres DNA centers qui auront les mêmes réseaux. Et on va pouvoir définir en fait des seuils mobiles. L'idée derrière ça, c'est que un réseau en fait ne veut pas avoir le même comportement qu'on soit 10 sur un switch ou qu'on soit 40. Donc on va pouvoir adapter en fait des seuils d'alerte, de criticité en fonction de ce qui se passe sur le réseau. Et tout l'intérêt de cette partie-là, c'est justement de pouvoir monter, de pouvoir déclencher des alertes en fonction de ce qui se passe réellement sur l'infrastructure et pas en fonction de ce qu'on aura éventuellement pré-paramétré au préalable. La partie assurance également, donc la promesse de DNA, Cisco a fait le test sur 11 clients pendant une période de 3 mois. Sur un outil traditionnel de management d'alerte, on aurait levé à peu près 8000 alertes. La promesse de DNA, c'est déjà de diviser ce nombre d'alertes par 7, de 7 environ. Et en plus, quand on active la partie machine learning, on va pouvoir diviser encore de façon énorme ce nombre d'alertes et de corréler au maximum justement tous les problèmes. La promesse complète, c'est de pouvoir réduire de 75% le nombre d'alertes. Maintenant, je vais... alors, hop, on a encore un petit peu de slide. Donc, l'idée de DNA Center, en fait, c'est de pouvoir fournir une expérience qui va être centrée autour de l'expérience réseau, donc fournir une note sur comment se comporte notre réseau entre 0 et 10. On va avoir une visibilité 360 autour du device et on va pouvoir avoir un time travel sur une quinzaine de jours. C'est-à-dire qu'on va pouvoir historiser tout ce qui s'est passé sur l'infrastructure pendant à peu près 15 jours. Et ce qui est vraiment différenciant par rapport à la concurrence, c'est la partie expérience client et du coup la partie expérience applicative. C'est-à-dire qu'on va tourner l'information, on va l'orienter du côté client. Donc on va voir pour un client, on va voir tous les périphériques qu'il utilisera. Et par exemple, avoir des fonctionnalités de capture intelligente. Par exemple, quand DNA Center détecte une problématique de connexion de l'utilisateur sur le Wi-Fi, on va pouvoir déclencher automatiquement des captures de paquets sur les bornes Wi-Fi qui seront problématiques pour pouvoir être troubleshootés a posteriori quand on devra résoudre le problème. Et on va également avoir donc du coup la partie application expérience. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir voir comment se comporte l'application sur le réseau et du coup déterminer, donner une note de qualité de l'application sur le réseau également.
On a un quatrième module qui va être la partie sensor base. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un équipement qui va venir reproduire un comportement humain. Donc l'idée, c'est que on va mettre en place cette sonde dans le réseau. Elle va venir lancer des tests et du coup, ça a un intérêt de pouvoir justement anticiper les éventuels problèmes sur le réseau ou tout simplement reproduire des problèmes qui auraient été corrigés pour vérifier que le problème ne se reproduit pas, par exemple. Voilà. C'est tout le rôle de ces sondes à ce niveau-là. Là, je vais vous présenter, si ma démo refonctionne, la partie donc RMA. Hop, je vais peut-être me déconnecter de là. Je vais le relancer. Oui, tout à fait. Donc là, l'environnement de démo est un peu capricieux parfois. En plus, il est basé à Londres. En fonction du nombre de personnes qui sont connectées dessus, ça peut bugger de temps en temps. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, pour vous rassurer, Data Center fonctionne très bien chez tous nos clients. On n'a évidemment pas tous ces problèmes-là. On vous enverra le lien de démo Hervé, évidemment. Vous avez vu, il y a un lien juste avant sur lequel Mogan a cliqué. Et vous y avez aussi accès, donc on vous l'enverra pour que vous puissiez regarder. Donc, hop, si je reviens ici. Ah non, c'est mon navigateur qui part en PLS en fait. Ah, voilà, c'est bon, on va y arriver. Donc, je vais pouvoir mettre en place un filtre. Normalement. Voilà. Sur les équipements qui sont non reachable. Hop, le temps qui refresh le filtre. Là, je vais voir donc tous les équipements qui ne sont plus joignables par le DNS Center. Je vais prendre le switch qui est défini ici. Je vais le marquer pour remplacement. Voilà. Je vais basculer de mon focus. Donc, je vais aller chercher tous les équipements que j'ai marqués pour remplacement. Donc là, je pourrais en avoir plusieurs, évidemment. Donc, il faut que je remplace physiquement mon équipement. Et je vais lancer mon wizard. Donc mon wizard, il va se faire en quelques étapes. Donc je vais retrouver les informations donc, de l'équipement, donc son adresse IP, son numéro de série, sa gamme de produits et la version actuelle de l'OS. Je vais venir sélectionner un équipement qui va pouvoir le remplacer. Donc là, je vais prendre celui-ci. Évidemment, il faut que ce soit la même gamme et le même modèle précisément d'équipement pour être remplacé. Je ne vais pas pouvoir remplacer un 24 ports par un 48 ports. Je fais Next. Je vais avoir un petit summary sur donc, qui est remplacé par qui. La version qui va être poussée sur le switch, la version, enfin, le niveau de licence du nouveau switch, et du coup, la version de la configuration qui va être poussée sur cet équipement-là. Je fais Next. Je peux déclarer, enfin lancer mon remplacement maintenant ou plus tard. Là, on va le faire maintenant. Et j'ai terminé mon wizard. Et pendant ce temps-là, en fait, voilà, je suis passé, mon statut est passé de Ready for Remplacement à In Progress. Et là, tout simplement, on va voir normalement, voilà, le listing en fait des actions qui sont réalisées pour ce remplacement-là. Donc, en fait, on va avoir un claim de l'équipement, on va pousser l'OS, elle va être activée, on va venir, par exemple, remplacer des clés de chiffrement sur l'infrastructure, etc. On va venir déclarer le nouvel équipement sur ISE, etc. etc. Voilà. Donc, ce sont toutes des actions qui sont relativement simples à réaliser, mais à partir du moment où on peut les automatiser, ça simplifie quand même drastiquement la vie. Maintenant, sur la partie assurance. Donc, je vais venir dans la partie module assurance. J'ai une partie else.
où là, je vais avoir en fait une vue d'ensemble sur mon réseau. D'accord? Donc là, du coup, j'ai ma fameuse note de 83% de qualité sur l'infrastructure. Je vais avoir de la visibilité sur qu'est-ce qui se passe sur mon réseau. Donc je vais voir que j'ai un petit peu plus de rouge ici sur la partie distribution. Je vais voir les principales issues qui sont prioritaires à résoudre, etc. Et du coup, je vais pouvoir tourner donc mon expérience, mes fameux 3 premiers slots que je vous ai montrés sur mon dernier slide, donc sur la partie network, sur la partie client et sur la partie applicative. Hop. Donc là, du coup, on a tout un tas d'informations qui vont être diverses et variées sur la qualité de l'infrastructure. Alors évidemment, voilà. Là, par exemple, on voit clairement que j'ai pas mal de problèmes sur la distribution. Donc, ça nous permet de potentiellement voir qu'il va falloir faire peut-être des refreshs sur les équipements parce que du coup, ils n'arrivent plus forcément à encaisser la charge, etc. Voilà. Ça nous permet aussi de faire du capacity planning à ce niveau-là. Si je vous donne une partie sur la partie issues, donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait une priorisation des problématiques. Donc là, du coup, on va avoir des problématiques P1, P2, P3, P4, donc du plus important au moins important. Et on a une partie AI driven. Elle va être représentée par ce petit logo-là. Cette partie AI driven va être justement issue de la fameuse machine learning. Donc, quand je vais ouvrir la problématique liée à cette partie-là, en fait, je vais voir que j'ai eu un problème qui a été fait le 9 février à 6 heures du soir, donc entre 6 heures et 8 heures. Le site qui a été impacté, là je retrouve les informations, donc je sais que j'ai un seul site qui a été impacté, 28 clients qui sont impactés derrière, et j'ai donc du coup une problématique de DHCP. J'arrive pas à délivrer d'adresse IP sur ces plages-là. Tout à l'heure, je parlais de seuil adaptatif. En fait, c'est la fameuse courbe verte. Donc, on détermine que sur ces plages horaires-là, en fait, on peut avoir une courbe qui soit adaptative comme ça. La ligne bleue, c'est le comportement réel de notre DNS, enfin de notre infrastructure à ce moment-là. D'accord? Donc là, on remarque très clairement que notre courbe est sortie de la ligne verte à 2 moments. Donc c'est ça qui a levé en fait notre problématique. On va pouvoir aller voir les impacts. Donc on va aller savoir que j'ai 28 clients qui sont impactés, c'est très bien. Savoir exactement quels sont les clients qui ont été impactés, c'est beaucoup mieux. Je vais pouvoir également tourner ça du côté infrastructure et savoir éventuellement quels sont les points d'accès dans notre cas qui sont impactés par ce problème-là. Je vais avoir une root cause analysis. Donc là, clairement, ça va être une partie DHCP. J'ai des timeouts au niveau DHCP qui se produisent au même moment sur l'infrastructure. Et je vais pouvoir fournir des suggestions pour pouvoir résoudre la problématique. Donc là, c'est typiquement des informations qui sont issues du TAC. Voilà pour cette partie AI-Driven. Je vais vous présenter la partie expérience tournée autour de l'utilisateur. Donc, je vais avoir un utilisateur qui s'appelle Grace Smith, qui a beaucoup de problèmes sur la démo. Hop. On va prendre notre user 360. Là, sur Grace Smith, en fait, donc c'est Grace Smith au sens authentification du terme. C'est-à-dire que quand on se connecte, la personne s'est loguée en tant que Grace Smith. D'accord? Elle va avoir donc 4 équipements et on remarque que sur l'iPad, elle a une note qui est de 7 sur 10. Les autres sont dans le vert, qui sont supérieurs ou égales à 8. On va voir sa courbe
sa courbe de vie, entre guillemets, sur l'infrastructure. On va avoir des petits points rouges en dessous de cette courbe-là pour déterminer des moments où il y a eu des problèmes sur l'infrastructure. Donc là, du coup, en cours, on n'a aucune issues pour cet équipement-là. Je vais avoir une partie onboarding, donc je sais que c'est un iPad. Il est connecté sur le SSID Corp. On est connecté physiquement sur cet access point-là, qui, elle non plus, n'a pas une expérience une qualité très importante. Donc on est sur un 5 sur 10. Elle a actuellement 13 clients et elle est pilotée par un Catalyst 9800 qui, lui non plus, n'a pas une très bonne expérience et qui gère 53 clients. On va avoir nos événements de connexion. Donc là, du coup, on va avoir pas mal d'informations. Donc tout ce qui est en vert, c'est que ça se passe à peu près bien. Et à partir du moment où je vais avoir des informations rouges, c'est que j'ai eu des problèmes à ce niveau-là. Donc là, par exemple, sur la partie onboarding, j'ai eu un DHCP timeout à ce moment-là. Donc quand le client contacte le support, elle dit ma connexion ne fonctionnait pas à 11h ce matin. Là, du coup, en faisant une première analyse, on voit très rapidement que j'ai eu effectivement des timeouts au niveau des HCP, etc. Donc ça peut expliquer que l'utilisateur n'avait pas une connexion très fiable à ce moment-là. Voilà. Et on va voir tout un tas d'informations qu'on va pouvoir retrouver sur le device, sur l'infrastructure en tant que tel. Voilà. Hop, je vais finir sur ma partie sliding. La partie sécurité maintenant. Donc, historiquement, on avait une confiance qu'on appelait une confiance excessive. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait en place, donc on faisait confiance à tout ce qui était connecté sur le réseau et on ne faisait absolument pas confiance à ce qui était extérieur au réseau. Comme ça a été présenté tout à l'heure, c'est que on a de plus en plus de mobilité, on a de plus en plus de types d'équipements qui viennent se connecter au sein de l'entreprise, et du coup, on n'a plus de raison de faire forcément confiance à ce qui est nativement connecté sur l'infrastructure. Donc là, on va plutôt mettre en place une politique de zéro trust, donc littéralement zéro confiance quoi qu'il arrive. Cette politique, en fait, elle va être mise en place sur 3 points. Donc, on va déjà authentifier des équipements et des utilisateurs. Ensuite, on va venir segmenter ces équipements et ces utilisateurs, donc au travers de VLAN, chose qui est faite assez classiquement aujourd'hui. Et la partie 3, on va venir micro-segmenter éventuellement au sein de ces VLAN. C'est-à-dire qu'une même population, enfin des populations qui vont être différentes, par exemple des utilisateurs, on va pouvoir avoir des utilisateurs de type compta, des utilisateurs de type marketing. Par défaut, elles n'ont pas forcément besoin de communiquer entre elles. On interdit la communication directe entre les personnes. Et ça évite justement la propagation latérale de virus dans un réseau. Pour pouvoir mettre ça en place, ça va être relativement compliqué sur une infrastructure traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des IP, on va se baser sur des VLAN, etc. DNA Center, DNA offre une fonctionnalité qui s'appelle SD Access. Donc c'est une infrastructure qui vient se mettre au-dessus de l'infrastructure physique. Donc en fait, on va venir créer une fabrique, donc on va venir virtualiser un réseau au-dessus de l'infrastructure physique. Cette fabrique, en fait, elle va permettre au moins une chose, c'est qu'on va pouvoir mettre de la politique de sécurité basée sur l'identité de l'utilisateur et plus sur des VLAN, plus sur des adresses IP, etc. L'avantage qu'il y aura à ça, c'est que quand un utilisateur se connecte à un endroit, qu'il va se déplacer d'un bâtiment à l'autre, etc., ou même de site, en fait, il va garder la même politique de sécurité où qu'il se connecte dans le réseau. Et ça, du coup, c'est très important pour pouvoir garder une politique de sécurité homogène dans l'infrastructure et garantir justement la qualité de service de l'infrastructure au sens large du terme. Ensuite, du coup, on a une courbe d'adoption de façon générale
sur l'infrastructure au niveau de DNA. Donc, ce qu'on remarque généralement, c'est que du coup, les clients ont besoin d'abord de visibilité. Donc, on va les accompagner plus sur la partie visibilité pour qu'ils aient déjà un premier aperçu de ce qui se passe sur l'infrastructure. Ensuite, une fois que le client a de la visibilité, on va pouvoir commencer à faire des automatisations, ne serait-ce que automatiser les mises à jour de l'infrastructure, commencer à pousser des nouveaux services à ce niveau-là. Et une fois qu'on est à l'aise sur ces 2 points-là, on peut aller sur la partie sécurité et notamment la partie SD Access, qui est un nouveau mode de consommation de l'infrastructure qui demande des changements un peu plus profonds, mais où du coup justement DNA va pouvoir automatiser l'intégralité des étapes. Voilà. Une dernière slide et après je vous rends à la vie civile. Donc du coup on a quelques clients qui ont déjà franchi le cap, d'accord, donc du coup qui ont déjà installé du DNA Center sur leur infrastructure. On a quelques autres clients qui ont déjà l'infrastructure qui est prête à recevoir du DNA Center à ce niveau-là. Donc là, l'idée clairement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, Enixo, on a des centres de compétences, on a des gens qui sont compétents sur ces technologies-là, un petit peu partout en France. On a un démolab à Paris pour pouvoir monter des maquettes, etc. Sur le sujet. Donc du coup, n'hésitez pas, venez nous voir, sollicitez-nous pour qu'on vous accompagne sur cette transformation. Voilà. Ou si vous avez des questions, c'est le moment. Je te laisse couper l'enregistrement si jamais. Stéphane.